Donc bonsoir à tous, je suis Camille, directrice de l'association Mountain Riders et on a le plaisir ce soir de recevoir Christophe Schex qui va se présenter tout de suite. Christophe, si tu Bien. peux nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui, puis quel a été aussi ton parcours, ça serait intéressant. Je te laisse te Bon. présenter en deux mots, puis je reprendrai la parole après. Ok. Donc rapidement, donc effectivement, aujourd'hui, je travaille à l'Agence alpine des territoires en tant que chargé de mission. Je suis aussi directeur adjoint du pôle environnement et transition écologique, donc dans lequel nous essayons de développer aujourd'hui. Alors c'est un pôle qui débute, mais voilà, une offre de service à destination du plus grand nombre. Notre public cible avant tout, c'est les collectivités à Agathe. Mais dans le cadre de ce pôle, on sait aujourd'hui que c'est un sujet qui est extrêmement transversal et sur lequel il y a encore aussi pas mal de pédagogie à faire. Et donc, nous nous interdisons jamais de pouvoir accompagner qui que ce soit sur ces questions. Et aujourd'hui, toute cette expérience, en fait, en tout cas en ce qui me concerne sur le changement climatique, alors elle vient d'assez loin dans le sens où moi, je suis en fait j'ai fait un doctorat en géographie et en climatologie dans les années 2000, sur les espaces de montagne, notamment voilà, la météo, le climat en hiver, en montagne, les domaines skiables, etc. Ça m'avait donné une connaissance assez fine du milieu montagnard, des effets de relief. Et très rapidement, en fait, derrière, on m'a demandé de travailler notamment pour le compte du département sur la façon d'anticiper en fait les futurs plans climat territoriaux qui allaient intervenir au début des années 2010, 2011, 2012. À l'époque, ce qui nous avait permis de commencer à être un peu, pas les premiers, mais en tout cas parmi les premiers à co-construire en fait avec les acteurs de territoire des constats et des stratégies autour du changement climatique, à la fois sur les questions énergétiques, donc liées qui nous permettent de traiter les causes du changement climatique sur les gaz à effet de serre, et à la fois sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, petit à petit, on s'est dirigé sur les questions d'adaptation, parce qu'à la fois, ça nous mobilisait sur des compétences qu'on avait eues en travaillant beaucoup avec Météo France et des chercheurs sur notre observatoire du changement climatique. Et en même temps, on avait de plus en plus de questions, et on pouvait anticiper aussi sur l'adaptation aux effets du changement climatique, parce qu'on s'est rendu compte que la montagne était extrêmement vulnérable. Et puis, dans le même temps, des bureaux d'études et tout un tas d'autres personnes se sont occupées de travailler plus spécifiquement sur les questions énergétiques. Donc, Agathe, c'est aussi une agence qui a pour mission, on va dire, d'anticiper les sujets et de travailler beaucoup en assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on est vraiment là au tout début des projets pour épauler voilà, les maîtres d'ouvrage et donc à développer leurs projets. Et petit à petit, on s'est affiné sur le sujet. Aujourd'hui, moi, je continue à travailler avec l'Observatoire. Je travaille aussi avec des collectivités ou des associations sur la prise en main, la prise en compte en fait, des effets du changement climatique dans les activités de tout à chacun. Ça va à la fois dans des projets politiques, des projets de territoire, jusqu'à des choses extrêmement plus concrètes dans la mise en œuvre tout simplement d'une activité professionnelle. Et en parallèle aussi, je suis depuis 4 ans chef de file d'un projet européen qui s'appelle Artaclim, adaptation et résilience des territoires face au changement climatique. C'est un projet franco-italien Alcotra, dont l'objectif est, en réunissant des universitaires, des assos, des BE et des territoires, de mieux comprendre comment on pouvait introduire des actions d'adaptation, des stratégies d'adaptation dans la planification territoriale, ce qui veut dire en gros comment est-ce qu'on aide les élus à travailler sur cette question et à l'inscrire d'un point de vue réglementaire dans les outils qu'ils ont à disposition sur les territoires de montagne, qui ne sont pas des territoires à la base outillés pour ça, qui ont peu de moyens. Et donc, l'objectif, c'est de trouver vraiment des boîtes à outils qu'on peut facilement prendre en main. Et voilà, donc il y a toute cette question aussi dernièrement des méthodes et aussi de la communication qui est rentrée en compte. Et de plus en plus, en fait, il y a 10 ans, on travaillait plus avec en gros la science dure. Et on est passé aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas parce qu'on avait tous les éléments
scientifiques pour démontrer qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait agir, que ça se passait dans les faits. Et à partir de là, on a aussi beaucoup travaillé avec plus avec les neurosciences, avec des scientifiques Mm. sur les approches sociétales, etc. Et sur la communication. Voilà. Donc, Ok, voilà un super. peu le chemin. Merci Christophe pour cette présentation et ce qui fait le lien avec du coup nous nos actions et le fait que c'est effectivement pas tout récent, que tu fais partie des experts qu'on suit sur cette question du climat depuis bientôt euh, euh, en tout cas une bonne quinzaine d'années parce que Mountain Riders ça a bientôt 20 ans et que du coup nous notre objectif c'est de travailler sur base de ces données, donc celles que tu produis, pour arriver à les partager, à les faire vivre auprès de différents publics, ce qui fait qu'aujourd'hui on est une association d'éducation à cette question de la transition écologique en montagne, alors qui touche à tout un tas de sujets, dont celle du climat. Mais on parle aussi de consommation responsable, d'économie circulaire, de déchets, d'énergie, de mobilité. Effectivement, on n'est pas expert, nous, d'une thématique, mais on traite de toute cette globalité qui doit être mise en mouvement finalement avec des vases communicants. Et tout ça, on le fait avec différents publics, et notamment le public jeunesse, avec lequel on travaille dans le cadre scolaire, mais aussi extrascolaire. Et puis, on accompagne les territoires touristiques de montagne, les professionnels, les futurs professionnels à être des acteurs du changement. Voilà pour faire court et pour présenter l'association à ceux qui ne nous connaissent pas. Je voulais, avant de poser une bonne série de questions à Christophe et d'échanger autour de ça, et puis de pouvoir poser les vôtres, évidemment, c'est le but. Je voulais juste planter un petit décor pour... Alors, hop, ça ne marche pas. Pour rappeler qu'aujourd'hui, effectivement, la question qu'on va se poser est sur les impacts et les enjeux du climat pour notre montagne. Et que il est important de rappeler que le climat est un sujet qui est depuis ces dernières années, enfin, arrive et bouleverse ce secteur d'activité qui est la montagne. Finalement récemment et qui est en tout cas un grand territoire qui a connu déjà bien d'autres bouleversements et que le climat est réellement pris au sérieux finalement depuis une poignée d'années auprès des acteurs touristiques et professionnels en montagne et que la montagne, il y a tout juste 60 ans, ressemblait plutôt à la première photo, ressemble encore à celle-ci, mais que très rapidement, elle s'est transformée. Cette photo, moi, je l'aime bien parce qu'elle illustre aussi la capacité qu'ont les acteurs de la montagne à s'adapter. Et je pense que le mot adaptation, Christophe, tu reviendras dessus. Vous partagez aussi un chiffre un petit peu grossier, mais qui, je trouve, illustre bien les choses. Dans un scénario où demain, on serait à plus 4 degrés, qui est un scénario qui n'est pas si impensable, c'est un scénario, si on ne fait rien, qui est proche de la réalité, fera que actuellement dans les Alpes, on a 150 stations aujourd'hui viables, et que demain, sur le même modèle, à plus 4 degrés, une cinquantaine seulement fonctionneront avec ce modèle économique. Donc, se pose bien là la question et la nécessité de revoir, de faire évoluer ce modèle économique. Et puis, finalement, ce qu'on vit, nous, parce que quand on parle du climat, mais ça, Christophe, tu vas nous l'expliquer, mais quand on parle du climat, on parle de temps long, on parle de temps qui dépasse, nous, parfois notre propre relativité du temps, et on le ramène aussi à des expériences qu'on vit et qui se traduisent, là, dans ce cas, à la météo et qui montre que cette météo et ce climat ne sont pas à confondre, même si
des relations sont malgré tout, sont malgré tout dépendantes. Et il est vrai que voilà quelques années qu'on enchaîne des Noëls sans neige ou des hivers plus difficiles. Vous avez là sous les yeux, mais je pense que vous l'avez largement tous vu, l'état de la mer de glace cet hiver. Voilà, donc Christophe, c'est aussi un éclairage sur lequel tu pourras revenir. Et puis finalement, je voulais juste conclure ce plantage de décor par à la fois la complémentarité et la différence qu'il y a aujourd'hui entre les stratégies d'atténuation climatique dans lesquelles beaucoup de territoires de montagne, de stations, de domaines skiables sont, c'est-à-dire comment on fait en sorte de maintenir nos activités actuelles en travaillant, par exemple, ou en visant à la neutralité carbone, ce qui est tout à fait louable, bien entendu, mais qui ne doit pas être dissocié, bien au contraire, d'une stratégie plus profonde d'adaptation où on vise là, du coup, à davantage être sur une transformation des pratiques. Et pareil, Christophe, là-dessus, tu nous apporteras tout ton éclairage. Peut-être qu'on peut commencer, par la première question que je souhaitais te poser, pour reprendre les choses à l'origine, c'est quelles sont finalement les causes aujourd'hui, selon toi, de ce réchauffement climatique, en tout cas sur les Alpes? En quelques diapositives, tu as lancé énormément de pistes, effectivement, pour aborder cette question du changement climatique. Alors là, tu es en train de changer de diapositive. Reviens à la limite sur celle atténuation et adaptation que je trouve très intéressante, si jamais. On va rester dessus. Voilà. Parce que ta question qui exprime la recherche de la cause, elle est intéressante parce que tu demandes notamment sur les Alpes. Mais en fait, le réchauffement climatique, évidemment, c'est un phénomène global qui est entraîné tout simplement par le fait qu'on a modifié voilà, donc, les concentrations dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui ont un pouvoir de réchauffement et que depuis une centaine d'années, voilà, on connaît les courbes, hein, on ne va pas rappeler les bases de ce qu'on appelle le réchauffement climatique d'origine anthropique. C'est comme ça qu'il s'appelle au début, on va dire, sans la communication qui va autour. Et donc, que cette cause, c'est évidemment donc les gaz à effet de serre qui sont émis par la combustion des énergies fossiles, notamment. Mais au-delà, la question que tu poses, c'est pourquoi est-ce que le réchauffement il n'est pas le même partout, et pourquoi est-ce comment est-ce qu'on peut dire que le réchauffement actuel n'est lié qu'au gaz à effet de serre et pas à autre chose? C'est une question qui est extrêmement compliquée aujourd'hui. Il faut savoir que tout à l'heure tu parlais, on montrait les montagnes avant, après, enfin aujourd'hui, etc. Il faut savoir qu'on s'intéresse à la question du climat depuis peu, tout simplement parce qu'il y a eu à la fois des études scientifiques, à la fois des rapports qui ont montré notre influence sur l'environnement et notre modèle économique, et à la fois des projections climatiques. Et en fait, avant, on ne se posait jamais la question comme ça du futur sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça ne s'est jamais fait. Ça s'est posé vraiment là, à la fois sur la démographie ou encore le changement climatique, le climat, parce qu'on était capable de mettre en œuvre des modèles. À partir du moment où on a pu, comme ça, stimuler en fait, des phénomènes et les forcer, par exemple avec les gaz à effet de serre, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'à terme, si on augmentait considérablement la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on risquait vraiment le pire en termes de réchauffement. Et cette augmentation, si vous regardez toutes les projections climatiques, elle devient vraiment importante à partir en gros de 2050, parce que justement, on a un phénomène d'emballement dans les systèmes. Avant, ce n'est pas forcément extrêmement clair, parce qu'il reste notamment énormément de variabilité naturelle. Et donc aujourd'hui, on a déjà vécu un réchauffement climatique. On y reviendra tout à l'heure. On peut dire en gros voilà, que depuis le début du siècle, on a déjà gagné, du siècle dernier, on a déjà gagné 2 degrés sur les Alpes, 1 degré à l'échelle mondiale, 1,5 degré en France.
Et plus on va vers les pôles nord, vers le pôle nord, vers l'Arctique, plus on tend vers du 3 degrés. Voilà. Et sur les montagnes en général dans le monde ou dans les zones qui se sont, et on verra, déneigées à cause d'un premier mouvement de réchauffement, avec des effets de rétroaction, atteignent aussi 2-3 degrés. Et on a des zones, comme certaines zones au niveau des océans, etc., qui sont plutôt à zéro, qui ne se sont pas réchauffées, voire même de petits endroits qui se sont refroidis. Mais dans l'ensemble, ça donne effectivement un réchauffement. Et lorsque les scientifiques essayent, ou lorsque on a cette question, quelle est la part en fait des gaz à effet de serre dans le réchauffement actuel? C'est extrêmement compliqué. Ce qu'on constate lorsqu'on regarde l'évolution des températures depuis une centaine d'années, c'est qu'on a eu des baisses ou des remontées qui sont liées effectivement à des phénomènes naturels, à des facteurs climatiques, euh, des refroidissements avec, par exemple, des explosions volcaniques, avec une activité volcanique assez importante qui a plutôt tendance à refroidir le climat. Vous avez aussi des interactions entre l'océan et l'atmosphère, les El Niño, mais il y a aussi des oscillations au niveau des océans qui sont très importantes. Et par exemple, lorsqu'on regarde la forte augmentation qu'on a eue à la fin des années 80, et si vous voulez, il y a un peu de tout qui se mélange pour pousser d'un seul coup vers le chaud. Alors, vous avez les gaz à effet de serre qui agissent dans le fond et qui, voilà, on va dire qu'ils vont faire que lorsqu'on a des événements, des forçages qui sont très négatifs, qui vont refroidir le climat, avec les gaz à effet de serre, ça va être moins refroidi. Et lorsqu'au contraire, on a des effets qui vont plutôt pousser vers le chaud, avec les gaz à effet de serre, ça va augmenter en fait cette évolution positive. Donc, à la fin des années 80 en Europe, typiquement, on est passé vraiment d'une marche, on a gagné 1 degré en 20 ans des années 88-89, à la fois parce qu'on a changé en fait d'oscillation dans l'Atlantique Nord et que en fait, l'Europe de l'Ouest en fait recevait d'un seul coup plus de masse d'air douce et moins de masse d'air pluvieuse, neigeuse provenant du nord-ouest de l'Atlantique. À la fois parce qu'on a réduit la pollution atmosphérique liée aux voitures en diminuant fortement les émissions de particules fines qui ont les mêmes effets que les particules émises par des volcans, notamment avec les pots catalytiques, et que donc, un peu comme quand le 11 septembre ou ces derniers temps, on a arrêté en fait de circuler, par exemple, en avion, en fait, toutes ces particules ont un effet refroidissant, donc d'un coup, c'est parti encore plus sur le chaud. Et en plus, avec les gaz à effet de serre, voilà, donc on a passé un palier. Et petit à petit, en fait, tout ça s'est développé depuis les années 90. Et aujourd'hui, on arrive à un stade où, lorsqu'on regarde tous les facteurs naturels, on n'arrive pas à avoir quelque chose qui pousse au chaud. Et pourtant, depuis 5 ans, les observations sont pires que les prévisions climatiques d'il y a une quinzaine d'années. Donc là-dedans, voilà, c'est toujours compliqué en fait de pointer objectivement des causes, mais lorsqu'on travaille sur le réchauffement climatique d'origine anthropique, c'est le problème, c'est-à-dire que dans 50 ans, si on a un fort emballement, qu'on n'est pas capable en fait d'y survivre d'une certaine façon, c'est bien un problème humain, et donc il faut absolument introduire l'homme dans la boucle et pas que se concentrer sur des phénomènes naturels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat vraiment sur cette question. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où on continue d'envoyer en fait, des gaz à effet de serre et qu'on atteint d'ici 30 ou 40 ans des concentrations doubles d'aujourd'hui, on est pratiquement persuadé que le système climatique il ne peut pas en fait, absorber ça. Et donc, on aura un problème. Voilà. Et donc, la question, voilà, c'est sur la cause, sur les Alpes, en fait, c'est le même problème qu'au niveau global. Mais pourquoi est-ce qu'aussi au niveau des montagnes, comme j'ai dit, sur les hautes altitudes, on a un réchauffement qui est plus fort? Aujourd'hui, on peut dire que la solution qu'on donne, évidemment, c'est que à partir du moment où on a eu 1 degré de réchauffement à la fin des années 80, toutes les parties situées en basse altitude, qui ont subi tout de suite en fait, ce passage à 1 degré, ou comme une sorte de remontée de l'isotherme, si vous voulez, une remontée de la limite pluie-neige, on a tout de suite eu une réduction en fait, des quantités de neige au profit des quantités de pluie. Cela a tout simplement fait qu'on avait d'un seul coup moins de neige à certaines altitudes ou à certaines latitudes, et que les rayons, que l'activité solaire, en fait, que les rayons du soleil ont été à ce moment-là absorbés par la Terre et non plus renvoyés par la neige.
et que les capteurs qui sont situés au-dessus, forcément à partir de là, ont mesuré une radiation plus importante provenant de la Terre et que ça a finalement donné des chiffres plus forts que dans les plaines où il n'y avait pas de neige avant. Mais dans tous les cas, ce réchauffement est bien réel puisque au-delà même des instruments de mesure, tout un tas en fait, d'observations indirectes ont été faites par rapport, par exemple, à la végétation, par rapport à des mesures qui sont indirectes, et tout a corroboré le fait que le réchauffement climatique n'était pas un délire voilà, de certains scientifiques ou d'instruments mal calibrés, c'était effectivement une réalité. Hmm. Et c'est pour ça, du coup, aujourd'hui, Christophe, on parle, et c'est important de le distinguer, Pardon? De distinguer on quoi? parle des victimes directes ou des victimes directes et indirectes. Hein, les glaciers sont du coup les premières victimes, mais effectivement avec tout un tas de répercussions derrière sur les différents milieux naturels, sur l'eau, etc. Euh, Exact. une petite question pour rentrer dans finalement un petit sujet de confrontation entre climat et économie, et comment aujourd'hui en montagne, ce climat, parce que toi, ton quotidien, c'est aussi de travailler avec les acteurs touristiques de montagne, donc comment le climat vient apporter de la contrainte et aussi de l'opportunité aux acteurs économiques globalement, peut-être pas nécessairement que touristiques, économiques, sur les territoires de montagne. Alors, pour aborder cette question de l'influence du climat et de l'évolution climatique sur les activités humaines, en fait, et donc du rapport finalement entre l'homme et son milieu, et un milieu finalement où on essaye d'intégrer d'un seul coup, de prendre en compte en fait l'évolution de ce milieu. Euh, le changement climatique, effectivement, ou un climat qui évolue, c'est quelque chose qui n'était pas perçu il y a encore peu par la population ou par les décideurs. On travaillait beaucoup sur la question de la météo, mais les grandes évolutions climatiques, ce n'était pas quelque chose qui était extrêmement perçu. Ça a été perçu en même temps à la fois par la science et à la fois parce qu'on a développé des activités économiques qui étaient météo-dépendantes ou climato-dépendantes. Et ça s'est passé à la fin, en gros, hein, franchement, à la fin de oui, à partir de la fin de la guerre, à partir des années 50. Et dans ce cadre-là, ce qu'il s'est passé, c'est que les activités qu'on a développées en montagne sont des activités qui sont basées, les activités économiques, qui sont basées sur des ressources naturelles. Et en fait, les ressources naturelles, prises dans leur globalité, mais on voit à peu près bien ce qu'on a en montagne et ce qu'on a exploité, à la fois simplement parce qu'on regarde ou parce qu'on exploite pour en faire de l'énergie, ou bien pour produire des produits qu'on va manger, etc. En fait, tous ces éléments de la nature naturelle sont très sensibles en fait aux variations des températures et des précipitations. Et on a créé donc des activités économiques autour d'un climat stable, qui était le climat des années 50 à 80. Et là, forcément, sur un climat stable, bah, on ne pose pas de problème. Pour n'importe quelle activité économique, la variabilité, c'est ce qu'il y a de pire pour tous les paramètres. Et là, on a un paramètre en fait qui est le paramètre de température, qui vient bouleverser en fait en quantité et en qualité la ressource que l'on utilise. Ça peut être positif ou négatif. Le problème, c'est que ce bouleversement, forcément, c'est quelque chose, ça veut dire qu'il faut s'adapter, ça va coûter plus cher. Ça n'a pas été vécu forcément de manière positive, mais typiquement sur les domaines skiables, c'était à l'époque où justement on commençait à se dire on peut résoudre les problèmes d'incertitude via de la technologie, donc on peut fabriquer tout un tas de choses qui font que on garde à peu près, on lisse à peu près cette variabilité, et que voilà, bon, s'il n'y a plus de neige, on peut en fabriquer, etc. C'était un peu plus compliqué dans d'autres activités qui ne pouvaient pas mobiliser toutes ces technologies. Mais par exemple, au niveau de l'agriculture, ce sont oui, les paysans et les praticiens avaient l'habitude depuis beaucoup plus longtemps en fait, à travailler sur l'incertitude météorologique. Et ils n'ont pas senti au départ, ça ne s'est pas forcément senti que c'était un problème de climat.
Parce qu'en fait, le climat, qu'est-ce que c'est? C'est une notion statistique de la météo. Donc, la météo, c'est le temps qu'il fait. Hein. Aujourd'hui, vous regardez dans le ciel, vous voyez vous pouvez interpréter en fait plusieurs paramètres atmosphériques, la température, précipitation. Aujourd'hui, voilà, il fait beau, il y a un peu d'humidité, il y a des nuages, la pression, elle est de temps, il n'y a pas de vent, etc., etc. Et en fait, le climat, c'est tout simplement la moyenne de tout, en fait, de tous ces paramètres sur 30 ans, puisqu'on essaye d'éliminer la variabilité justement naturelle du climat pour avoir quelque chose qui est plutôt stable sur 30 ans. Et puis, l'évolution du climat, le changement climatique, c'est ce climat qui change et au profit d'un refroidissement ou d'un réchauffement, ce qui est toujours important à prendre en compte en termes de température. Les précipitations, elles ont toujours varié de manière extrêmement importante. Et aujourd'hui, par exemple, on n'a pas trop comment dire, on a un peu moins de pluie sur les cumuls annuels que dans les années 90, par exemple, mais on a quand même des cumuls. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement des températures, on a un croisement entre vagues de chaleur et énorme évapotranspiration, et puis une période où il ne pleut pas. C'est simplement le croisement entre quelque chose qui évolue, qui a été forcé, et quelque chose d'aléatoire. Quand les deux tombent en même temps, on va dire, pour fabriquer de la sécheresse, et on a de la sécheresse. Et cette perception-là, elle n'existait pas vraiment non plus dans les années 80-90. C'est une prise de conscience qui s'est faite, on va dire, à partir de 2003 et plutôt fin des années 2000. Voilà, donc tout ça a été assez long et je pense que en dehors de quelques années qui ont été extrêmement difficiles, parce que les activités qui avaient été développées ont subi de véritables aléas, donc ici climatiques, mais ça aurait pu être des aléas de n'importe quelle autre source, hein, si c'est par exemple plus gravitaire ou des aléas de tout type. D'une certaine façon, on pouvait s'en remettre. Donc, dans un premier temps, on n'était pas dans un cadre où c'était dommageable pour les activités parce qu'il y avait plusieurs façons de s'adapter à ça. C'était une adaptation tout à fait naturelle de la part des acteurs. Et aujourd'hui, plus en fait les températures, notamment, évoluent, plus elles se réchauffent, plus d'un seul coup on a des seuils, on passe quelques seuils au niveau de certaines activités et plus ça devient compliqué en fait de devenir comment dire, de maintenir en fait l'activité et de rester rentable hein, d'une certaine façon, ce qui fait que dans le réchauffement climatique qui a fait remonter la limite pluie-neige, aujourd'hui on a ce que j'appelle une fracture altitudinale, tout simplement parce que en fait, si on prend toutes les activités liées à la neige sur les préalpes en dessous de 1500 mètres, on a subi une forte influence de l'augmentation des températures et de la diminution de l'enneigement. Et par contre, tout ce qui est situé au-dessus de 2000 mètres, ça a été beaucoup plus facile en fait, de gérer ça, notamment parce qu'il y avait des moyens plus importants et aussi des moyens technologiques à mettre en place plus importants. Et que dans les stations que tu as données tout à l'heure dans ton graphique, là, où on voyait la perte, l'érosion en fait, du nombre de stations avec l'augmentation des températures, à une époque, ce graphique avait été montré à Domaine skiable de France. Donc, ils avaient repris en fait ces graphiques et ils avaient constaté qu'à la fin, il ne restait peut-être que, je ne sais plus combien, c'était 50 stations, sauf que c'est les 50 qui font les plus gros chiffres d'affaires et qu'à la fin, en fait, en chiffre d'affaires, ça représente que 80. Il reste toujours 80% de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, parce que c'est toutes celles qui sont en haut. Alors, elles peuvent avoir après, elles peuvent avoir augmenté en fait leur vulnérabilité à partir du moment où elles se développent dans un cadre qui est le cadre actuel, dans lequel il y a encore de la neige au-dessus de 2000, mais peut-être que d'ici 10 ans, on va voir apparaître de nouveaux phénomènes liés au réchauffement des températures, et pourquoi pas des années où on a des sécheresses hivernales très importantes avec de la douceur, et alors là, carrément, impossible d'exploiter. Et ce n'est pas des cas qui ont été encore vus, mais pourquoi pas, ça peut toujours venir. Donc, et quand on regarde, en fait, alors ça c'est plutôt sur les solutions, mais là je reprends la diapositive atténuation versus adaptation qui est là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette photo, je n'avais pas saisi ça tout de suite, mais les skis en bois,
Et les bouées, en fait, c'est deux réponses vis-à-vis de l'atténuation et de l'adaptation. Ce qui est en bois, c'est vrai que d'une certaine façon, on sait que produire des skis, ça produit des gaz à effet de serre. Donc là, on revient, on va dire, à quelque chose qui est beaucoup plus neutre en carbone. Les bouées, évidemment, c'est pour s'adapter de façon directe ici à un effet du changement climatique qui est la fonte de la neige. Donc on se retrouve à skier sur de l'eau. Mais on n'a pas le changement, on n'a pas encore ce qu'on appelle l'adaptation transformationnelle, on n'est pas encore passé à autre chose que du ski, on va encore faire du ski. Mais à la limite, pourquoi pas, hein, pourquoi on ne va pas empêcher les gens de faire leurs activités les activités qu'ils aiment. Simplement que voilà, derrière, eh ben, c'est forcément le modèle sur lequel on s'est développé qui va changer. Et du coup, je vois l'heure qui tourne et j'ai plein de questions à te poser. Et puis en fait, il y en a qui émergent aussi, et notamment celle-ci. Du coup, pour toi, quand j'entends les faits que tu me relates, est-ce qu'aujourd'hui, clairement, bon, le contexte et les actualités savoyardes locales me font poser cette question que je n'avais pas prévu de te poser. Mais est-ce que des projets, notamment d'enneigement, de neige de culture inférieure à 1500 mètres sont pour toi cohérents ou pas du tout? Voilà, j'aurais aimé avoir ton regard là-dessus. C'est une question qui est toujours difficile parce que moi, dans ma position, en fait, on va dire un peu de neutralité dans l'apport de connaissances scientifiques ou techniques, c'est une décision, quand elle est prise par un élu, qui donc revient à un élu qui a été élu démocratiquement. Il y a tout un tas de choses qui sont faites par tout un tas de gens sur cette planète qui ne sont pas en cohérence, si vous voulez, avec les faits et ce qu'on sait au niveau scientifique et les observations, et où là, franchement, on est pratiquement sûr d'aller. Le problème, c'est toujours le même dans le cadre du développement durable et de la transition écologique. C'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on se retrouve tout le temps avec des sortes d'injonctions contradictoires. Et ici, les injonctions contradictoires qui font qu'il nous faut prendre position sur le fait que, oui, d'une certaine manière, c'est une incohérence totale vis-à-vis de l'évolution climatique, de ce qui est attendu sur la ressource en eau. Mais par contre, ça peut être cohérent vis-à-vis d'autres critères qui sont peut-être le développement, le maintien de l'activité, la sécurisation de l'activité économique, et donc des emplois, et donc tout un tas d'autres présences humaines sur le terrain qui sont aussi importantes. Certains pourraient se demander comment est-ce qu'on peut imaginer des projets qui puissent intégrer ces deux enjeux, hein, la prise en compte voilà, de l'évolution de l'environnement et du climat, et puis le maintien, voilà, on peut parler de croissance verte, etc. Ça peut être compliqué ici parce qu'on voit qu'on est toujours en fait comment dire, et c'est trop compliqué de se projeter sur une transition tout de suite. Pour certains, on n'a pas encore acquis justement la prise de conscience, on n'a pas encore passé en fait le cap et la prise de risque qui est associée. C'est totalement d'une certaine façon compréhensible parce que il ne faut pas oublier que sur le cas savoyard, et là le cas des Bauges par exemple, d'un point de vue des impacts, on a fait des études, on a fait des sondages, on a fait des études sociologiques vis-à-vis de la perception des impacts du changement climatique par des populations qui habitent dans les Vosges, qui habitent à Annecy, qui habitent à différents endroits. C'est assez incroyable de voir que en fait, le changement climatique, c'est surtout à la télé que ça se passe. Localement, en fait, personne ne ressent vraiment la différence avec avant. Donc, cette problématique-là fait que on se dit, c'est pas pour tout de suite. Pourtant, les scientifiques, derrière, ont tout un tas d'observations qui démontrent que c'est en cours. Mais ce n'est pas spectaculaire. C'est pour ça que quand vous regardez les reportages à la télé, ça ne parle que de glaciers. À la limite de permafrost, ça permet à certains d'aller avec Ludovic Ravanel faire un petit peu de varap sur l'aiguille du Midi.
Mais derrière, personne, vous n'avez jamais aucun reportage qui va parler justement de l'effet du réchauffement climatique sur les habitats de certaines espèces, sur les écosystèmes, sur la remontée des espèces en altitude, sur la question justement de la source en eau et de l'augmentation assez importante de l'évapotranspiration. Aujourd'hui, on est pratiquement en sécheresse hydrologique, c'est-à-dire l'eau dans les rivières tous les printemps depuis 5 ans. Euh, et tout ça, ça s'imprime lentement en fait dans nos milieux, mais ça ne peut pas se voir, ce n'est pas spectaculaire. Voilà. Et en fait, on a même aujourd'hui des hivers où on peut se retrouver avec des quantités de neige juste légèrement suffisantes pour apporter finalement la viabilité à des petites stations qui se sont réorganisées. Forcément, tout le monde s'adapte, donc c'est pas brut, les effets ne sont pas bruts. Des fois, mais entre-temps, voilà, on a cette variabilité justement climatique qui fait que c'est pas, on peut avoir des années un peu plus froides, des hivers où il neige plus, et donc on se rattrape et tout. Voilà, donc, il faut vraiment, cette histoire de temps long, elle est très importante à intégrer. Il est donc, pour nous, très important d'expliquer en quoi, en gros, hein, c'est pas comme le professeur Raoult, c'est pas parce qu'il ne le voit pas que ça n'existe pas. Donc, et c'est là, nous, on doit apporter justement des éléments qui sont des éléments qui vont sur tous les terrains. Et là, tu amènes quelque chose de très important, Christophe, qui touche en plus aux questions d'éducation, de sensibilisation, de changement de comportement. Et aujourd'hui, et là, je fais référence aux élus, notamment avec lesquels on travaille, et peut-être toi aussi, et peut-être que d'ailleurs certains sont là avec nous. Tu évoques la difficulté de se projeter. Aujourd'hui, il existe des outils de modélisation, on va dire plutôt locales. Est-ce que pour toi, c'est une solution quand on cherche à repenser son modèle ou en tout cas à essayer de palper de plus près quel climat chez nous concrètement et quelles seront les évolutions demain? Est-ce que la modélisation peut être une réponse très concrète? C'est la dernière question que je voulais te poser. Ouais. Associée à la question de concrètement, nous, après citoyens, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, ça sera la dernière grosse question avant de passer à celle des participants, parce que visiblement, il y en a plein et que malheureusement, je ne les vois pas, mais on va prendre le temps d'y répondre. C'est important de parler des modèles, parce que, en fait, ce qui convainc les gens, c'est pas forcément les modèles. D'ailleurs, les élus, ils n'aiment pas les modèles. Ce qu'ils veulent, c'est du concret, c'est de l'observation, c'est du local. Donc, dans les Alpes, à la limite, ce n'est pas le problème. On a tout ce qu'il faut à ce niveau-là pour démontrer qu'il se passe quelque chose, que voilà, on a le climat qui change, qui évolue, que ça touche tel ou tel élément du système naturel, que nos activités économiques sont forcément impactées par ça. Donc ça, on a des éléments. Donc on peut convaincre là-dessus. Derrière, la modélisation, encore une fois, elle est venue à un moment donné pour une prise de conscience générale. Aujourd'hui, elle s'affine de plus en plus au niveau des régions, on a ce qu'on appelle des modèles régionaux, et qui, en fait, ne donnent pas des résultats extrêmement différents du reste du pays ou, si vous voulez, de l'Europe de l'Ouest en général, à peu près. Même s'il faut avouer que ça se réchauffe moins en Bretagne qu'à Lyon, parce qu'on a des effets de continentalité et que forcément, l'océan a un effet un peu tampon sur le réchauffement. Ça ne veut pas dire que ça ne se réchauffe pas, voilà, ça veut dire qu'on a parfois des petits effets locaux qui viennent un peu tamponner tout ça. Mais sur les Alpes, c'est assez clair. Et les modèles, en fait, permettent de travailler. Donc, sur les températures, on a des choses extrêmement précises qui nous donnent l'évolution des températures. Donc, c'est facile d'expliquer que si on prend 1 degré dans 10 ans, on a déjà pris 1 degré depuis une vingtaine d'années, plus 1 degré avant. Donc, en fait, c'est assez facile de montrer ce que ça a donné dans le passé, ce que ça donnera d'ici une dizaine d'années. Dès qu'on arrive à 30 ans ou 40 ans, les questions d'incertitude se développent, notamment en termes de précipitation, où là, on ne peut rien expliquer parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et que sur d'autres paramètres, ça va donner des effets tout à fait étonnants. Si on prend la neige, vous me dites, la modélisation sur l'enneigement, on sait que plus ça va se réchauffer, moins il y aura de neige. Est-ce que ça peut être un bon élément justement pour convaincre de passer à un autre modèle au niveau
d'exploitation de la montagne, au niveau de l'exploitation touristique. Eh bien, les modèles aujourd'hui, dès que vous dépassez les 2000-2200 mètres, ils vous donnent plus de neige dans 50 ans que maintenant. Ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Donc, ces modèles-là, ce n'est pas tombé, c'est les derniers modèles en fait, qui vont être valorisés par le GIEC et qui sont notamment développés par le Centre d'études de la neige. Ces modèles-là, ils sont tout à fait objectifs. Hein, c'est tout simplement parce qu'on a une augmentation des précipitations prévues par les modèles en hiver, parce qu'aujourd'hui, ils intègrent beaucoup plus facilement la question de la vapeur d'eau. Et en fait, plus les océans se réchauffent, plus ils envoient de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et ça peut créer sur les Alpes du Nord, notamment, comme la Suisse aussi, etc., plus de précipitations hivernales, donc plus de neige en haute altitude. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Directement, ces projections, elles ont été prises en compte par les exploitants de domaines skiables, par exemple, qui se sont dit, voilà une super opportunité, on a l'appui en fait des modèles. Par contre, en dessous, c'est sans appel. Et en fait, ces modèles confirment les observations. Donc tout ça semble, voilà, aujourd'hui, tout ça se rejoint, semble logique. Et en dessous, on voit très bien que il faut dès aujourd'hui, et on a des situations qui rentrent un peu dans ce cas-là, dès aujourd'hui, passer à justement une transition, une diversification, une prise en compte en fait du changement climatique pour être certain d'atteindre cette tant recherchée résilience au niveau des territoires ici, préalpins notamment, mais on peut parler aussi de la haute montagne après, parce qu'en haute montagne, il n'y a pas que la question des domaines skiables, hein, évidemment. Et puis l'été, même en haute montagne, c'est une période, parce que c'est l'été qui se réchauffe le plus aujourd'hui de toutes les saisons, c'est une saison qui inquiète beaucoup par rapport à différents éléments du paysage de la haute montagne. Après, sur le citoyen, ce qu'on peut faire, nous, c'est une question qui est, en termes de transition énergétique, je ne vais même pas l'aborder parce que je crois qu'on a tous à peu près intégré ce que c'est. En termes d'adaptation, on peut difficilement agir individuellement pour, en gros, s'adapter aux impacts du réchauffement climatique parce que nous-mêmes, nous sommes vulnérables, surtout par rapport à des aléas climatiques, à des risques naturels comme une canicule ou une inondation, ou enfin, des fortes pluies qui seraient provoquées par un orage après 3 semaines où il fait 40 degrés. Et ça, en fait, la réponse, elle est plutôt toujours sociétale, elle est plutôt dans l'aménagement en fait, du territoire. Et donc, c'est aussi et principalement nos élus qui doivent se saisir de cette question. Donc, à ce moment-là, si c'est les élus, ça passe peut-être regarder les programmes, etc., politiques et tout. Motivez-vous, il y a les assos et tout ça. Et puis, il y a une troisième voie qui est la voie, effectivement, de la résilience des systèmes naturels, parce qu'on sait aujourd'hui que l'un des principaux atouts en fait, de nos territoires vis-à-vis des effets du réchauffement climatique, c'est d'avoir des écosystèmes ou même des lacs, par exemple, des rivières, enfin, tout ce qu'on a autour de nous, en bonne santé. Plus ils sont en bonne santé, plus ils sont en capacité d'absorber les effets et les impacts forts du changement climatique, et moins, justement, on aura un retour de bâton rapide et que ça nous laissera le temps de nous adapter de façon plus intéressante. Et donc ça veut tout simplement dire, et au départ du changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui était forcément inné, mais aujourd'hui on le sait, qu'il faut que chacun réduise sa pression en fait, et son empreinte écologique, sa pression sur son environnement pour les laisser le plus possible dans une santé suffisante pour qu'ils puissent s'adapter facilement aux impacts, surtout aux impacts futurs du changement climatique. Donc, transition énergétique, transition écologique, c'est un peu aujourd'hui le même combat. Et dans toutes les actions qu'on fait, il faut arriver à les intégrer pour qu'elles soient en totale synergie les unes avec les autres. Ok. Merci Christophe pour tous ces éléments. Le temps est court et en fait, j'avais encore plein d'autres questions à te poser, mais on va prendre aussi les questions des participants qui sont, je les ai parcourues, très intéressantes. Alors, on a une question posée par Julie. Quid de l'accompagnement des acteurs liés aux stations de ski pour penser l'après ? Dans quelle mesure le label Flocon Vert délivré par Mountain Riders est-il vecteur d'un véritable changement de paradigme ? Peut-être, Christophe, si tu as un élément de réponse sur la première partie de question, et puis je dirais 2 mots sur la démarche Flocon Vert.
Réponds au flocon vert. Je pense que dans ta réponse, il y aura une partie des, il y aura des éléments de la première question. Ok. En tout cas, Julie, pour répondre à ta question, euh, est-ce que le flocon vert est un vecteur d'un véritable changement de paradigme? Euh, ça serait un petit peu, je sais pas, ça serait un petit peu trop prétentieux de te répondre un oui franc. En tout cas, le flocon vert, et c'est ce pourquoi Mountain Riders l'a créé et le porte aujourd'hui avec d'autres, c'est qu'il permet vraiment, enfin moi j'aime dire que ce label et cette démarche est avant tout éducatif. Il est là, il amène beaucoup de pédagogie auprès des acteurs, qu'ils soient élus, socioprofessionnels, population locale. Hein. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que on prend une démarche, un outil structurant qui va nous aider à, dans un premier temps, faire un diagnostic partagé, mettre tout le monde, tous les acteurs autour de la table pour se dire, OK, à très court terme, voilà ce qu'on doit faire, voilà la direction qu'on doit prendre, et puis à 10 ans, quel est notre territoire, notre destination rêvée et vers quoi on veut aller. Voilà, le flocon vert, on va dire que c'est surtout un cadre structurant, une méthodologie de travail qui favorise le faire ensemble auprès d'acteurs qui ont engagé déjà ou qui ont envie d'engager une transition écologique et qui veulent aller plus loin. Et une fois qu'on obtient le flocon vert, eh bien, c'est là le début d'une marge de progrès qui est importante aussi. Est-ce que, Christophe, tu souhaites compléter? Non, non, encore une fois, enfin, si la difficulté, c'est de penser l'après, c'est de penser l'après, mais le problème de penser l'après pour les acteurs qui sont liés au ski, c'est de penser un après qui intègre le ski. Vous ne pouvez pas dire on va penser l'après avec autre chose. Ça n'a pas de sens puisque c'est des gens qui vivent avec ça. Donc, toute la question, c'est de comprendre comment est-ce que on intègre une démarche avec des étapes. Toutes ces étapes, en fait, elles permettent d'arriver à un moment donné à un travail qui est vraiment constructif et qui permet de faire plusieurs choses, quoi. En même temps, voilà, c'est pas blanc ou noir. Ici, il y a vraiment une complexité qui est importante. Et donc, cet accompagnement, il est quand même assez long. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui que l'on a. On peut avoir de l'espoir parce que les nouveaux élus qui viennent d'arriver, de ce qu'on entend à Agathe, ils sont plutôt en ce moment très motivés pour être formés sur les questions de développement durable, par exemple, de transition écologique. Ils savent que c'est un sujet, et c'est un sujet qui, en général, enfin, ils ne maîtrisent pas en fait ce sujet. C'est la première fois qu'on a des demandes comme ça, notamment des demandes qui viennent de collectivités qui sont support de domaine skiable. Donc voilà, c'est malheureux à dire, hein, mais c'est une démarche qui se fera étape par étape. Et la question de l'urgence, parce que je me permets, il y a une question que je trouve très intéressante sur les chercheurs et chercheuses, rappellent souvent leur neutralité face aux élus et aux citoyens, ce que j'ai fait un tout petit peu tout à l'heure, mais je ne suis pas chercheur en tant que tel. L'urgence ne justifie-t-elle pas voilà, qu'il y ait une prise de position, etc. Cette question, oui, cette urgence-là, en fait, elle va poser aux chercheurs un peu un problème éthique, notamment dans l'explication, en fait, par exemple, des incertitudes. C'est toujours compliqué quand on travaille sur les incertitudes de dire il faut le faire, c'est tout de suite, alors que, bon, voilà, c'est des positions qui sont pas faciles. Mais un chercheur, encore une fois, il a la possibilité tout à fait de prendre des positions politiques, voilà. Bon, mais après, ce qui sera encore un chercheur, c'est un débat qui est vraiment totalement en cours. Souvent, on estime plutôt que face à l'urgence, la bonne position, en tout cas, enfin, une position de l'expert ou du chercheur, c'est vraiment d'essayer de donner les infos qui font que la personne, elle, elle est convaincue, enfin, qu'on arrive à convaincre en fait les gens avec des informations objectives. Parce que ainsi, si vous voulez, voilà, ça permet
de ne pas rentrer dans une position de donneur de leçons ou de passer outre de l'aspect démocratique. Mais c'est un sujet qui aujourd'hui, oui, qui travaille beaucoup de chercheurs, tout en sachant que vous avez en face d'autres chercheurs qui vont plutôt être sur la question, sur du scepticisme, et où il n'y a aucune urgence. Mm. Il y a encore des débats, hein, ce n'est pas du tout acquis, à la fois chez les élus ou chez les chercheurs, d'aller tous dans le même sens, notamment en plus lorsque vous avez des médias. Alors j'ai parlé de Raoult tout à l'heure, mais à une certaine époque, on a eu beaucoup de climato-sceptiques qui sont allés sur les médias, enfin, on donnait autant la parole à une personne qu'à 1500 chercheurs qui étaient d'accord entre eux. Donc voilà, l'urgence, c'est compliqué et on n'y répondra pas avec de la donnée ou avec de la science. C'est forcément derrière, on prendra en compte cette urgence par rapport à la décision politique. Mm. Ok, merci Christophe. On a une question aussi qui amène sa propre réponse, en tout cas qui met le doigt sur un enjeu, un des enjeux les plus importants qui concerne le bilan carbone d'une station qui montre à 60% des émissions de GES que la mobilité, le déplacement des personnes est la part la plus importante. Et du coup, la question est, est-ce qu'on peut légitimement dire qu'il faut mettre le paquet sur la mobilité bas carbone du tourisme de montagne? Moi, pour ma part, ça me paraît effectivement être une évidence et qui plus est une opportunité ou des opportunités. Mais Christophe, je vais te laisser aussi répondre à Ouais, cette non, mais sur la question des émissions de gaz à effet de serre des stations de ski, en tout cas, Mountain Riders, ça a été vraiment le tout premier à faire un bilan carbone des stations, et ça a mis en évidence, suivant la méthode qui avait été utilisée, après il y a différentes façons de faire des bilans carbone, mais la méthode qui avait été utilisée avait parfaitement mis en évidence que les émissions de gaz à effet de serre provenaient de la mobilité, et puis à peu près sur le même niveau, du chauffage. Et ensuite ont été faites d'autres études, notamment l'une par le Parc national de la Vanoise, qui avait travaillé plutôt sur la méthode de l'empreinte carbone, qui prend en compte en fait l'ensemble du cycle de vie des produits qui sont utilisés dans un domaine skiable. Donc là, autant vous dire que d'un seul coup, tout ce qui est lié à la consommation de produits, comme par exemple le steak, hein, qui est mangé dans le domaine, dans la station, mais qui provient d'Argentine et qui a été produit avec une quantité d'eau astronomique, des skis produits on ne sait pas trop, etc. Et en prenant en fait l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui ont été émis, le secteur de la consommation d'un seul coup devenait presque aussi important que la mobilité ou le chauffage. Donc on se rend compte à ce niveau-là et Fauconvert répond bien à ça, que d'une certaine manière, il ne faut pas juste s'atteler à un seul secteur d'une certaine façon, il faut tous les prendre en compte. Lorsqu'on utilise encore énormément du chauffage au fioul dans les stations de ski, c'est un problème. Après, si vous résolvez ce souci de chauffage au fioul et que vous faites venir tout le monde dans les domaines skiables sans émissions de gaz à effet de serre, je ne sais pas comment, c'est sûr qu'à partir de là, les domaines skiables ne seront pratiquement plus du tout, mais du tout, de contributeurs aux émissions globales de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Mais bon, si vous arrivez à faire venir des gens dans les domaines skiables sans utiliser la voiture ou le car, je pense que c'est des solutions qui s'appliqueront partout ailleurs. Donc, on aura déjà trouvé des solutions intéressantes. C'est très, très compliqué aujourd'hui de les appliquer sans des décisions et des aménagements forts au niveau politique. On a une question aussi, et là, moi, j'ai pas nécessairement toutes les billes, on va dire, technologiques pour y répondre, mais quelles sont les limites de la technologie pour les stations l'hiver, avec une info qu'une start-up de Sassenage aurait développé a développé une tête de canon à neige qui permet de fabriquer de la neige jusqu'à 20 degrés. Oui.
Et oui, mais il n'y a pas de limite à la technologie. Après, il y a des limites au niveau financier. Mm. Ça coûte hyper cher pour faire de la neige quand il fait 20 degrés, mais qui a envie de faire du ski quand il fait 20 degrés? Mm. Et donc, si le, ça, c'est des solutions. D'ailleurs, une fois, j'avais rencontré justement c'était le VRP de cette boîte qui expliquait qu'aujourd'hui, c'était absolument pas, ça n'a pas été du tout inventé pour remplacer les canons à neige. C'est fait pour de l'événementiel, pour du micro local à un endroit à un moment donné. Voilà, ça doit dépenser autant d'énergie que d'amener un peu de neige en hélicoptère. Parce qu'en plus, ces boîtes-là développent des produits aussi qui sont le moins consommatrices, des produits qui consomment peu d'eau et assez peu d'énergie, surtout quand c'est d'une énergie décarbonée provenant du nucléaire comme en France. Euh, donc ça, pour l'instant, c'est pas vraiment, je pense, ça n'améliorera aucunement la viabilité des domaines skiables par rapport au réchauffement climatique, parce que le jour où on est obligé de faire de la neige à 20 degrés et qu'on est en hiver, franchement, je pense qu'on aura d'autres problèmes que d'aller faire du ski. Ça, c'est clair. Ok, très bien, merci Christophe. Si vous avez une dernière question, un dernier partage à faire, eh bien on prend. Et puis, si c'est pas le cas, eh ben, il est le temps de conclure ce deuxième webinaire. Je ne vois pas de questions ou de partage venir, donc j'en déduis que tout le monde a bien besoin de terminer sa journée et d'aller boire un verre. Je passe la parole à Yann et Christophe, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. Merci à toi. Peut-être un mot de conclusion ou en tout cas quelque chose que tu auras envie de partager avant que je redonne la parole à Yann. J'ai assez parlé. Ok, J'ai assez très bien. parlé, je Merci. pense, voilà. Bah ouais, en tout cas, merci à toi Christophe pour ce partage d'expérience et pour ce temps. Merci à toi Camille aussi. Voilà, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont, celles et ceux qui ont écouté, qui ont posé des questions, qui nous ont partagé un petit peu cette expérience. Voilà, j'espère que ça a été instructif et que ça pourra bah, voilà, aussi faire un peu bouger les choses à notre échelle. C'est aussi pour ça qu'on met en place ces webinaires. Si ça vous intéresse, voilà, nos webinaires ont un rythme toutes les 2 semaines. Donc, le prochain aura lieu le mardi 16 juin. On abordera la thématique de l'éco-événementiel, en tout cas, voilà, avec aussi un intervenant dans ce domaine qui présentera un petit peu son expérience, comment on a pu on va dire, amener du développement durable et de la transition énergétique dans le monde de l'événementiel, qui est un monde avec aussi son fonctionnement. Voilà, donc c'est un webinaire qu'on animera sous ce format, avec des retours d'expérience, avec des partages, avec des questions. Si vous connaissez, voilà, si on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui serait intéressé par ce webinaire, il sera en rediffusion sur le YouTube de la chaîne Mountain Riders dès demain ou des jeudis, en tout cas, voilà, dans le courant de la semaine. Et puis, eh ben, voilà, comme a dit Camille, le mot de la fin, très simple, je pense qu'on va tous aller aussi prendre un petit peu l'air, aller dehors et puis aller boire un verre. Exactement. En tout cas, voilà, merci à vous, merci à tout le monde et passez une très bonne fin de soirée. Au Merci. revoir. Merci à tous. À bientôt.